Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur le mug. Nous sommes le mardi 24 janvier et nous démarrons l'émission. J'espère que vous allez bien dans la chatroom. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 24 janvier. J'espère que vous avez la forme, que vous êtes levé du bon pied. J'en profite un petit peu pour vous dire bonjour. Donc je vais regarder un petit peu et j'en profite pour remercier. On commence la journée du bon pied par remercier Japaseb, Najo, Manubop, Poppy 21 000. Non, mais qu'est-ce que vous avez là? J'ai même pas commencé l'émission. Vous commencez à faire des subs. Merci, quel accueil, un grand merci à vous. Il n'y a que vous qui savez accueillir comme ça, donc un grand merci pour votre soutien. Ça nous permet évidemment de produire des vidéos comme celle parue hier d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, une vidéo super intéressante sur le prochain ou le premier casque d'Apple. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, mais juste après le mug, évidemment. Donc un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, un grand merci à Polaire75 également, un grand merci à vous. Et puis bonjour quand même, parce qu'on n'a même pas commencé. Bonjour à vous tous. Cadenas perdu. Ah bah, pas mal comme pseudo. Donc bonjour à toi. Bonjour à la bonne heure. Salut Mitsu Isaka. Salut Samuel. Salut Bistropixel. Salut Yushinaka. Salut Andy66. Salut FR Jess, à qui j'ai pas dit bonjour encore. Salut à Grolb. Salut à Oleg, Vlad, Okotax, Eliav, Mad le Poker Fou. Salut à Baron Marotan. Salut à Noirvent, salut à Artelis, salut Laetitia Schlopa, salut Yves, salut Sweet79, salut Labrique, salut Chloé, salut Scooby Media, salut Strophantus, salut Lu Simpson, salut Pierre Route, salut Frulco, salut Pierre Nave, salut Leita, etc. Salut Manu Bob, salut Mathéo Réo, salut Bartou, salut Elissa. Bienvenue à tous et un grand merci à Leita. Également pour ton abonnement. Vous êtes mais on fire ce matin. Donc un grand merci à tous pour votre soutien. J'espère que voilà, vous avez la forme. J'ai un petit menu d'actualité tech assez sympa ce matin. On va parler de Hogwarts Legacy pour les Potterheads, pour les fans de Harry Potter. Ça risque vous intéresser puisqu'on va parler donc du jeu en monde ouvert qui va sortir très bientôt sur le thème donc de Harry Potter. Donc Hogwarts Legacy, puisqu'on a quelques petites infos. Salut Olivier qui nous suit depuis le train. Salut à toi. Donc on va parler de Hogwarts Legacy. On va parler de d'autres jeux vidéo et notamment on va parler des jeux vidéo de chez Blizzard. Blizzard qui se fait un peu botter le cul par la Chine puisque les jeux sont devenus inaccessibles dans la nuit. On parlera également des data centers de Google et concrètement combien ils consomment en eau chaque année. Voilà, parce qu'on n'avait pas trop ce genre d'informations et ça y est, Google a publié une estimation et certains chiffres qu'ils avaient. Alors les chiffres qu'ils avaient, ils les ont communiqués, puis après ils ont fait des estimations pour ceux dont ils n'avaient pas les chiffres exacts, mais ça nous donnera voilà quand même une idée, notamment sur les data centers aux États-Unis, puisque les data centers on en a tout plein, il n'y a pas que ceux de Google et donc c'est intéressant de voir un peu leur impact, notamment en consommation d'eau. Voilà, et puis on parlera également de la DGCCRF qui sévit, hein. Donc la DGCCRF, pour ceux qui ne connaissent pas son petit surnom, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, et elle sévit sur plusieurs fronts, notamment sur les faux avis publiés sur Google. Elle sévit également auprès des influenceurs qui fraudent et qui promouvoient des services dont ils n'ont pas qui est interdit, on va dire ça comme ça.
Voilà, et qui vont faire de la pub pas forcément dans les règles de l'art, on va dire ça comme ça. Donc on s'intéressera un peu plus à ces pratiques, et puis on aura un exemple, un exemple avec notamment un couple d'influenceurs qui est visé justement par une plainte du collectif AVI. Et notamment la plateforme Honeymoon, et on va parler donc de Marc Blatta et de sa compagne Nadé, et donc de la plateforme Honeymoon visée par des plaintes pour des pratiques plus que douteuses. Voilà, donc on parlera de cet exemple précis. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, on parlera également de Spotify. C'est vrai que hier, Jérôme vous a parlé de la réduction d'effectifs du côté de Google qui réduit de 6% sa masse salariale. Et ben voilà, rebelote côté Spotify, 6% de la masse salariale dont ils vont se séparer. Alors, c'est pas la même échelle, puisque Google et Spotify n'ont pas tout à fait le même nombre de salariés, mais c'est quand même 600 personnes malheureusement qui sont visées par la suppression des effectifs de chez Spotify. Voilà, donc c'est tombé hier. Et puis, on parlera également de Samsung. Pourquoi on va parler de Samsung ? Parce qu'on va parler de son application de service de streaming gratuit qui se débrouille plutôt pas mal. Alors, est-ce que vous étiez au courant que Spotify avait une application de streaming gratuit, donc monétisée avec de la pub? Ça m'intéresse de le savoir. Voilà. Si vous n'êtes pas au courant, commencez à vous renseigner. On va en parler tout à l'heure, dans tous les cas. Voilà. Et puis, on terminera avec une petite pépite si on a le temps. Ou un petit comment dire, anticipation de séries à sortir, voilà, où la hype est très forte de mon côté. Donc on en parlera en fin d'émission. Voilà, j'espère que le programme vous plaît, et j'en profite d'ailleurs pour remercier Jean-Jacques qui vient de nous soutenir. Un grand merci à toi. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec le Kawa. Voilà, donc on commence avec la news qui est vraiment dédiée aux Potterheads. Potterheads, ce sont les fans de Harry Potter, voilà, ou Harry Potter, ou Harry Potter, voilà, comme vous voulez le prononcer. Hein, après, voilà, on inclut tout le monde ici. On s'en fout un petit peu des accents. Et donc, du coup, pourquoi je voulais parler spécifiquement aux fans d'Harry Potter ? Eh bien, tout simplement, c'est la sortie imminente de Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, c'est évidemment l'adaptation en monde ouvert de l'univers d'Harry Potter en jeu vidéo qui va être disponible d'ici quelques semaines, puisque c'est prévu pour début février. Et donc, pourquoi on en parle ? Parce qu'en fait, il y a de nombreux leaks, je pense que vous êtes un peu au courant dans la chatroom, hein, il y a de nombreux leaks qui sont sortis et qui ont été diffusés en ligne suite à la diffusion de book, je sais pas comment on appelle ça. Alors attendez, j'essaie de retrouver le nom. Des artbooks, voilà, j'avais un trou là dans les mots que je cherchais, suite à la diffusion des artbooks du jeu notamment, et du coup voilà, les joueurs qui ont eu accès un petit peu à des informations en avant-première ont eu la main sur ces artbooks, et certains malheureusement en ont diffusé sur internet, et donc du coup on a eu pas mal de leaks sur le jeu Hogwarts Legacy. Mais ce qu'on ne savait pas jusqu'ici, c'était un petit peu la richesse du monde et du jeu, et combien d'heures de jeu concrètement on pourrait y jouer. A priori c'est plutôt positif, puisque rien que l'histoire principale, l'intrigue principale aurait une durée de vie de 35 heures au grand minimum. Donc c'est plutôt impressionnant déjà, mais ça c'est uniquement pour l'intrigue principale. Si on compte également tout ce qui est quête annexe, la durée de vie de Hogwarts Legacy irait jusqu'à 70 heures de jeu, voilà, pour en venir totalement à bout et voir l'intégralité du contenu. Donc ça c'est quand même assez excitant. Alors encore une fois, c'est des rumeurs.
Ça n'a pas été confirmé, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais voilà, c'est quand même plutôt encourageant. C'est vrai que les premiers tests jusqu'ici ne confirment pas forcément cette information, mais après peut-être qu'ils vont sortir des quêtes annexes qui n'étaient pas forcément disponibles dès le lancement, enfin dès les tests, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, ça serait pas non plus complètement déconnant parce que ça irait, ce nombre d'heures de jeu, 70 heures environ, irait s'aligner quand même avec les standards des RPG en monde ouvert actuels. Donc c'est pas non plus complètement incroyable et voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir. Je suis quand même très très intéressée. Est-ce que vous êtes hypé par Hogwarts Legacy dans la chatroom ou est-ce qu'il y a juste moi? Alors, Tichoum, tu me dis grosse question existentielle, acheter et enrichir J.K. Rowling qui utilise son argent contre les LGBTQ ou ne pas acheter. Tichoum, je comprends, mais après il n'y a pas que J.K. Rowling qui a travaillé sur ça. Il y a de nombreuses personnes extrêmement talentueuses, je pense, qui ont travaillé là-dessus. Voilà, donc, mais je comprends le dilemme. Mais bon, à un moment donné, tu peux pas nier non plus l'impact culturel d'Harry Potter. Et c'est pas elle qui a, voilà, c'est pas elle qui a non plus développé le jeu, même si l'univers évidemment est tiré des livres qu'elle a écrits. Ouais, pas évident. Jamais entendu parler, tu me dis c'est pénible cet identifiant. Il est pas si pénible que ça ton identifiant. Ce sera mon cadeau d'anniversaire, j'ai hâte. Oh, joli cadeau d'anniversaire, Montana 8034. Très très joli. Il y a Pierre Neuf qui nous dit je vais adorer lire la pièce de théâtre, après pourquoi pas acheter le jeu. Ouais, moi j'avoue j'ai tout lu. J'ai lu également la pièce de théâtre, etc. Ça va être difficile de résister. Il faut voir sur quelle plateforme il sort. Je sais pas si je pourrais y jouer sur Mac ou s'il faut que je reprenne un PC ou un Shadow. Ce qui serait un petit peu contraignant. Et puis j'ai pas trop le temps de jouer. Voilà. Bref. Donc pour ceux qui me demandent sur quelle plateforme justement ça va être disponible Hogwarts Legacy, eh ben ça va être disponible donc sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Voilà. Donc pas de sortie prévue sur Mac. C'est pas forcément très très étonnant. La sortie est prévue le 10 février. Attention, c'est prévu donc sur ces 3 types de machines. Il faudra néanmoins une machine robuste pour espérer le faire tourner dans les meilleures conditions sur ordinateur. Et puis en ce qui concerne les versions Switch, PS4 et Xbox One, elles arriveront un peu plus tard dans l'année, donc il faudra encore un petit peu patienter pour ça. Donc voilà, moi je suis très très impatiente du jeu, et d'ailleurs tellement impatiente que et il y a tellement d'engouement autour de la sortie de ce jeu qu'il y a carrément un événement exceptionnel d'ailleurs qui est prévu à Paris. Donc là je m'adresse tout particulièrement aux Parisiens ou aux personnes qui pourraient facilement se rendre sur Paris, qui auraient l'opportunité. Marquez dans votre agenda que donc justement il y a la sortie prévue le 10 février et justement à l'occasion de la sortie il y aura un événement qui est prévu donc sur 2 jours, du 10 au 12 février prochain, à l'UGC Ciné-Cité Bercy, ou en tout cas à Bercy Village. Ce sera dans tout Bercy Village. Donc l'arrêt, c'est Cours Saint-Émilion. Je dis ça de mémoire parce que ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Il me semble que l'arrêt, c'est sur la ligne 14, Cours Saint-Émilion. Et donc, qu'est-ce qui va se passer durant ce week-end, ces 2 jours d'événements? Eh ben, vous allez avoir plein de petites choses, d'événements autour du thème de Harry Potter. Vous allez notamment voir la réplique de la calèche qui emmène les élèves à Poudlard lors de leur arrivée pour la rentrée des classes. Donc elle sera, la réplique sera disponible sur place. Vous aurez également l'hippogriffe d'Onyx grandeur nature. Vous aurez également plusieurs éléments décoratifs un peu partout dès la station de métro. Il y aura également un marathon. Tenez-vous bien, il y aura un marathon Harry Potter des 8 films projetés à l'UGC Ciné-Cité Bercy. Accrochez-vous parce que 8 films, c'est intense.
Il y aura également le jeu ou au moins une partie qui sera même jouable sur place via plusieurs bornes de jeu. La Fnac également va se mettre aux couleurs d'Harry Potter. Les fans pourront retrouver une zone dédiée à l'univers d'Harry Potter à l'entrée du magasin. Voilà, vous aurez également des nocturnes avec chaque soir des illuminations spéciales sur le thème du jeu Hogwarts Legacy qui seront lancées à partir de 18h. Voilà, donc gros week-end en perspective début février. Accrochez-vous, donc pour ceux qui sont fans, accrochez-vous d'autant plus que ça tombe le week-end où il y a des travaux sur la ligne 14 du métro, la ligne qui dessert le cours Saint-Émilion, et donc du coup vous ne pourrez pas prendre la ligne 14, ça sera avec le bus ou avec vos pattes. Voilà, donc attachez-vous, vous êtes prévenus du week-end, vous êtes prévenus de la ligne 14 qui ne sera pas disponible. Ça n'a pas dû faire plaisir à ceux qui ont payé cher pour l'opération, mais peut-être que ça motivera un peu moins de personnes à se rendre sur place et donc ça sera un peu moins blindé. Donc on verra. Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui vont faire le déplacement? Je vais faire un petit poll rapidement. Hop. À chaque fois que je dis faire un sondage rapidement, c'est toujours un challenge pour moi. Irez-vous à Bercy Village pour l'événement Harry Potter? Hop. Donc je rappelle, c'est début février du 10 au 12. J'écris peut-être. Allez, 2 minutes de petit sondage. Dites-moi si vous êtes hypé ou pas par l'événement Harry Potter à Bercy Village. Hop. Moi, je vote aussi. J'ai voté. À vous. Elle n'a pas encore insulté le clavier ce matin. Non, ça va. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. Il me manque l'option. Ouais, je sens que je vais être obligée d'y être. Pour Jérôme. Non, mais tu dis ça. Alors, certes, t'es pas un fan d'Harry Potter, mais t'es un fan d'Harry Potter à travers moi. Mais c'est vrai que t'as pas trop le choix. Pour info, j'ai déjà traîné Jérôme au studio d'Harry Potter à Londres. Je lui ai fait faire une thématique de Noël Harry Potter, etc. Mais il a bien joué le jeu. Il y a que 2 personnes qui ont mis absolument. C'est inadmissible dans la chatroom. Vous me décevez. 35 personnes qui ont sélectionné non, ça ne m'intéresse pas. Ok, il y a que moi qui suis en train de m'exciter sur l'événement Harry Potter là. Il y a Flonflon qui dit en vrai pourquoi pas. Merci de me soutenir. Je sens pas beaucoup d'enthousiasme quand même. Mais c'est loin. Mais c'est... Ah ouais, j'avoue que je me déplacerai pas pour un événement Harry Potter. Enfin, remarque, je suis allée quand même au studio Harry Potter à Londres. Mais les studios sont incroyables. Hein. Je recommande à quiconque est fan d'Harry Potter ou à des enfants qui regardent Harry Potter et tout, c'est magique. Hein, vraiment. Mais... Ah, Toelaf me dit absolument pour moi, t'inquiète, merci de ton soutien. Alors, il y aura trop de monde, oui, c'est un peu ma crainte aussi. Hein. C'est un peu ma crainte, c'est quand même pas en plus super large, Bercy Village, c'est quand même juste une allée. J'ai un peu peur du truc un peu décevant, moi, de mon côté, pour être honnête, parce que c'est quand même petit, Bercy Village, mais je pense que j'irai quand même par curiosité, quoi, par principe. Quelle est l'autre personne qui a mis absolument? Oui, il n'y a que 3 personnes qui a mis absolument. Il y a quand même 51 personnes qui disent non, ça ne m'intéresse pas, la pire réponse possible pour cette question. Il y a 21 personnes qui disent non, je ne peux pas. Bah là, je
Je compatis pour vous. Grosse pensée, si j'y vais, j'essaierai de faire quelques petites stories pour vous montrer. Et puis 8 personnes qui disent peut-être, voilà, et une personne qui dit je ne sais pas encore. Donc voilà, bon, vous êtes informés, plus d'excuses, week-end du 10 au 12 février à Bercy Village, il y aura un événement pour la sortie du jeu Hogwarts Legacy, et même si vous n'avez pas forcément l'opportunité d'aller sur place, etc. Mais pour ceux qui sont intéressés, on pourra discuter très probablement du jeu vidéo. Il faut que je trouve le temps d'y jouer. Il faut que je trouve le temps aussi de voir sur quelle machine je vais y jouer. Si j'y joue, pas sûr qu'on ait une machine adapté, mais on parlera très, très probablement du jeu vidéo dans le courant de l'année au pire. Voilà. Donc on prend rendez-vous. Un grand merci aussi, avant de passer à la news suivante, à Pires Dinis et Walric31 pour votre soutien. Un grand merci à vous. Ça nous permet de continuer et de pouvoir produire des vidéos et de rémunérer les personnes qui travaillent pour la chaîne. Un grand merci à vous. Donc voilà pour Hogwarts Legacy. On continue sur la thématique des jeux vidéo, mais cette fois-ci, c'est pour les fans de Blizzard. Donc Blizzard, hein, petit rappel quand même, c'est la société derrière Diablo, StarCraft, World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, etc. parmi d'autres. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça n'est plus disponible en Chine. Non, c'est pas une blague. La quasi-totalité des licences célèbres produites par le studio américain Blizzard, filiale donc d'Activision Blizzard, hein, sont devenues inaccessibles en Chine dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 janvier à minuit. Donc ça y est, a priori, c'est inaccessible. J'avoue que j'ai pas testé parce que j'habite pas en Chine. J'aurais pu tester peut-être avec un VPN. Mais voilà, pourquoi ces jeux ne sont pas disponibles ou ne sont plus disponibles? Eh ben, la raison, c'est que son accord d'édition avec le chinois NetEase, qui distribuait les jeux dans le pays, en Chine, depuis 2008, a pris fin. Et donc, du coup, Blizzard se voit privé du plus gros marché mondial de jeux vidéo. Donc, c'est quand même pas rien. Hein. Ça représente quand même 36,7 milliards d'euros en 2022. Donc, en gros... C'est quand même assez important et dans ce pays, donc en Chine, il y a une obligation en fait pour les entreprises étrangères de passer un accord avec un éditeur chinois pour commercialiser leur production. Voilà, donc ils ne peuvent pas commercialiser eux-mêmes sans passer par un acteur chinois leur jeu. Ils sont obligés d'avoir une licence ou un accord de distribution. La suspension de l'accord avec NetEase avait été officialisée justement par une lettre d'adieu lundi, donc le 23 janvier. Donc c'est pas forcément une surprise parce qu'en déjà en novembre 2022, il y avait eu un communiqué des créateurs de World of Warcraft qui annonçait déjà qu'ils avaient échoué à renouveler leur partenariat avec l'éditeur, sans préciser à l'époque quels étaient les points de friction. Alors on n'a pas forcément d'informations officielles sur pourquoi l'accord n'a pas été renouvelé et quels étaient les points de friction, mais ce qu'on sait, c'est qu'a priori ça porterait, c'est des rumeurs, hein, mais ça porterait sur la propriété, non seulement sur le montant des accords, hein, la rémunération, mais également sur des notions de propriété intellectuelle des titres, ce que a priori NetEase de leur côté dément. Voilà, donc à prendre avec des pincettes. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que la Blizzard s'est exprimée sur le réseau social Weibo, hein, le réseau social qui est disponible en Chine, et ils se sont exprimés en disant malheureusement NetEase a refusé de prolonger l'édition des jeux pour 6 mois supplémentaires, le temps que nous trouvions un nouveau partenaire, afin que tout le monde puisse continuer de jouer. Donc voilà, ils se sont retrouvés dans une impasse malheureusement. Évidemment, le retrait des jeux Blizzard suscite un gros mécontentement en ligne. Ça a été mentionné d'ailleurs par le quotidien hongkongais South China Morning Post. Et pour essayer de ne pas l'amplifier, Blizzard a annoncé au mois de décembre pour les utilisateurs qu'ils pourraient effectuer une sauvegarde totale de leur progression personnage ou objet collecté le temps qu'un nouveau contrat soit noué. Donc il laisse pas il ne compte pas laisser en plan de manière définitive les joueurs de Blizzard, c'est déjà ça, mais bon, pour l'instant, il y a pas de solution en vue, quoi. De son côté, NetEase
s'est exprimé aussi. Ils ont dénoncé que le contrat était inégal et injuste. Ils ont invoqué un manque de considération de la part des Américains pour les joueurs et NetEase. Et le jour même de cette déclaration, une statue à l'effigie d'une arme de World of Warcraft a été démantelée du jardin du siège de NetEase. Donc ça acte la séparation ici, et ils ont aussi mis en place le remboursement de produits Blizzard après la suspension du service. Donc ça a été annoncé. C'est assez rare d'avoir des déclarations comme ça publiques où chacun se lance des pics. Ça montre un petit peu comment les rapports de change aussi, les rapports de force, pardon, ont changé entre NetEase et Blizzard depuis 2008, depuis le début de leur collaboration. En 2008, pour rappel, NetEase était quand même complètement dépendante des franchises Blizzard. Ça représentait plus de 98% de son chiffre d'affaires. Et c'est grâce à ça aussi que cette société a été propulsée comme un acteur majeur du marché chinois sur les jeux vidéo, puisque c'est devenu le deuxième plus gros éditeur du pays derrière Tencent. Donc c'est quand même pas rien ici. Elle revendiquait 13,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021. Donc forte croissance. Soit plus que Activision Blizzard lui-même. Ça la fout mal un peu. Pourtant, leader aux États-Unis. Et donc, ce géant du secteur, donc NetEase, a désormais les moyens de racheter d'autres studios. C'est ce qu'ils ont fait notamment avec le français Quantic Dream en août dernier. Et donc, ils ont un catalogue également beaucoup plus étoffé à l'heure actuelle, puisque justement, maintenant, l'exploitation des licences Blizzard en 2021, ne représentait que 9% de son chiffre d'affaires. Donc vous voyez, on est passé en 2008 de 98% du chiffre d'affaires de NetEase qui était généré par les jeux Blizzard à seulement 9% en 2021. Le rapport de force s'est complètement déporté ici, et c'est intéressant, ça montre aussi comment les négociations ont pu aboutir à un point mort aussi de leur côté, puisque NetEase, étant un acteur majeur, va tenter en tout cas d'imposer ses propres conditions. Néanmoins, ils vont quand même continuer à travailler ensemble, NetEase et Blizzard. Pourquoi ? Parce que ils ont travaillé et développé ensemble Diablo Immortal, qui est sorti en 2022 sur PC et mobile. Et celui-ci a été développé par les deux entités et bénéficie ainsi d'un contrat d'édition à part. Donc pas d'inquiétude ici pour Diablo Immortal. Il reste disponible en Chine. C'est le seul, en tout cas, à ma connaissance, qui reste disponible. Voilà, donc le raidissement un petit peu des relations entre NetEase et Blizzard pourrait laisser présager d'autres suspensions dans le futur. On a notamment le contrat d'édition de Minecraft de Microsoft qui a été noué lui aussi avec NetEase, qui se termine en août. Alors ça va être très probablement également l'opportunité pour NetEase de revoir les conditions du contrat. Donc on va voir, on n'a pas d'informations comme quoi il y a des difficultés de négociation pour l'instant, mais en effet, NetEase a des prétentions différentes en 2023 qu'il ne les avait en 2008. Quoi. Ça, c'est très très clair. Donc on verra si le scénario se reproduit. En tout cas, vous êtes prévenus. Voilà. Donc on va voir comment NetEase pallie à ça. Alors vous me dites que NetEase va sortir des copycats. Je pense pas que ce soit aussi simple que ça, honnêtement. Je pense pas que ce soit aussi simple que ça, parce que comme on en parlait, il y a tout l'historique des joueurs, tout le loot qu'ils ont accumulé, etc. Le loot, c'est important. J'adore looter, je suis une looteuse frénétique dans Original Divinity Sin. Jérôme pourra vous en parler. mais voilà, on ne sait pas encore quelle solution il y aura.
On continue avec une autre news tech cette fois-ci du côté de Google. Donc on reste aux États-Unis, en tout cas pour une des entreprises. Donc on parle de Google et des informations qui sont tombées sur la consommation en litres d'eau par an aux États-Unis des data centers de Google. Alors on sait que les data centers refroidis à l'eau consomment beaucoup de litres, mais on n'avait pas forcément des données précises là-dessus. Combien d'eau engloutissent chaque année les data centers de Google pour leur refroidissement? On n'avait pas trop d'infos précises et devant le réchauffement climatique et le fait que la rareté de l'eau devient un sujet de société, surtout en période estivale et dans les régions touchées par les phénomènes de sécheresse et de canicule, c'est vrai que la pression s'accentue sur les industries fortement consommatrices de cette ressource, de l'eau. Et donc du coup, c'est pour cette raison que Google certainement a publié finalement certaines données sur les consommations en eau de ces data centers. Ce qu'on apprend dans les rapports publiés par Google, c'est que ce sont plus de 16 milliards de litres d'eau que les centres de données de Google consomment aux États-Unis seulement pour leur refroidissement. Donc chaque data center consomme en moyenne chaque jour la quantité d'eau nécessaire à arroser 7 hectares de pelouse ou fabriquer 160 jeans en coton. On sait que d'ailleurs la fabrication de jeans est très consommatrice en eau. Voilà. Et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant de se dire, c'est quand même ce qu'il faut pour arroser 7 hectares de pelouse en seulement 24 heures. C'est quand même assez impressionnant. Alors on peut se demander pourquoi Google avait rechigné un petit peu à publier ce genre de données. Alors on nous avait dit notamment chez Google, il y avait Ben Thompson, responsable des infrastructures chez Google, qui s'était exprimé auprès de New Scientist en expliquant qu'à l'époque, ils ne voulaient pas communiquer les informations sur la consommation en litres d'eau pour le refroidissement de data center, car c'était un secret industriel. Ces informations auraient pu être utilisées pour estimer la puissance de chacun de ces centres de données. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas, tant les infrastructures de Google se sont diversifiées en termes de localisation, technologie, de refroidissement, etc. Et donc du coup, également pour mettre fin au débat, parce que du coup on accusait Google de manque de transparence aussi, ils ont carrément décidé de jouer la totale transparence et de pouvoir publier ces chiffres de consommation en eau. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que y a également le chercheur à l'université Villanova en Pennsylvanie, Aaron Wemoff, qui s'est exprimé aussi sur la quantité moyenne de consommation d'eau aux États-Unis. Il dit en fait les data centers de Google ont une consommation d'eau inférieure à la moyenne états-unienne de d'autres data centers, a priori avec 1,1 litre par kilowattheure contre 1,8 au niveau national. Bon, ça n'enlève rien à la consommation d'eau, mais en tout cas, c'est pas les plus mauvais acteurs là-dessus. Ce qui est intéressant, ce que je trouve que l'article ne mentionne pas les numériques, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de mauvaise foi dans l'article personnellement, c'est qu'en fait quand on regarde le rapport de Google, vous voyez que y a notamment des informations là où ils peuvent, donc dans très peu dans peu d'États, mais en tout cas dans certains États, on voit qu'ils utilisent de l'eau soit potable, soit de l'eau non potable. Et donc du coup, voilà, on peut voir au niveau du total, ici, tout en bas, vous avez quand même, de l'eau non potable qui est utilisée. Il n'y a pas que de l'eau potable sur le refroidissement des data centers. Donc on pense qu'il y a... je pense, je ne vais pas dire on, mais je pense que quand même Google essaye de faire des efforts et d'utiliser de l'eau non potable quand ils peuvent, qui a été réutilisée, etc.
voilà, de l'eau déjà utilisée qui a été traitée par une société. Vous pouvez voir le petit sous-titre en numéro 2 ici. Treated wastewater supplied from the Sweetwater Creek Side Stream Reuse Facility. Donc c'est de l'eau recyclée, on va dire ça comme ça. Et ce qu'on ne dit pas aussi, c'est est-ce que l'utilité de vie de cette eau utilisée pour refroidir les data centers s'arrête au data center, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils en font après, ou est-ce qu'il y a un autre usage? On avait parlé notamment de pouvoir utiliser l'eau pour chauffer des foyers, etc. Donc ça permet d'économiser, de réduire l'impact ou d'amortir l'impact écologique. Donc c'est vrai qu'on manque un petit peu d'informations. Je trouve ça un petit peu sec comme information publiée à la fois dans le rapport de Google et à la fois dans la manière dont l'article a été publié chez les numériques. Je comprends pas trop si l'eau sert au refroidissement, elle est utilisée combien de temps? Alors je ne sais pas Nitrowood combien de temps elle est utilisée, il faudrait voir combien de temps l'eau met à se réchauffer, et donc du coup il y a une période où l'eau du coup doit être évacuée parce qu'elle est trop chaude et elle ne va plus contribuer au refroidissement des data centers. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle ne stagne pas, sinon elle garderait la chaleur finalement. Voilà. Donc oui, Nitrowood, tu nous dis la piscine olympique de Paris va être chauffée par un data center justement. En effet, il y a plein d'initiatives comme ça qui naissent, mais pour l'instant, c'est vrai que je trouve qu'on a un peu trop peu d'informations sur ce rapport. C'est un début et en tout cas ce qui est encourageant, c'est d'avoir ce type de transparence. Ça va forcer Google en tout cas à réfléchir justement au cycle de vie en tout cas de l'eau utilisée pour refroidir les data centers. Donc ça, dans tous les cas, ça reste positif. Après, je trouve ça un peu facile de pointer du doigt comme ça. On sait que les data centers, on en a besoin. Maintenant, comment on peut limiter leur impact et faire des cycles plutôt vertueux ici sur ce type de système de refroidissement, à voir. Tokaji nous mentionne aussi qu'à Nantes, il y a un immeuble qui est chauffé par des serveurs d'entreprise stockés au sous-sol. Tout à fait. Voilà. Je trouve ça un peu sec comme info, bonne vanne. Je m'en étais même pas aperçue. Ça, c'est tout moi, ça. Je fais des jeux de mots ou des vannes sans le savoir, sans m'en rendre compte. Voilà en tout cas pour Google qui tente d'être un peu plus transparent et qui amène un peu plus de transparence en tout cas pour ces data centers. Dans tous les cas, ça va dans la bonne direction. On continue et on va parler de la DGCCRF. Pourquoi on va parler de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, son petit nom, son long nom, on va plutôt dire ça. On va l'appeler la DGCCRF, ce sera plus simple. Tout simplement parce qu'ils sont sur le pont pour lutter contre les faux avis sur Google. C'est la plaie, ces faux avis, puisque du coup, ça nous induit en erreur, nous, consommateurs, et donc du coup, on va se fier à ces avis pour prendre des décisions de, par exemple, est-ce que je vais aller dans ce resto parce qu'il a des bons avis, ou est-ce que je vais aller dans cet autre resto s'il a moins de bons avis ou plus de mauvais avis, etc. Voilà, donc c'est vrai que ce soit à base de raids ou de simples actes de mauvaise foi, c'est peut-être la fin des avis frauduleux sur Google grâce à un nouveau bot de la DGCCRF. Alors on le sait, le Internet c'est quand même super important pour définir ou voir la réputation d'un lieu ou d'un commerce. Ça nous est tous arrivé de nous baser donc sur ces fameux avis Google, et donc c'est vrai que la situation peut facilement basculer dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire soit le commerce qui crée des faux avis positifs pour faire croire aux utilisateurs que le restaurant est excellent et voilà, et notamment même quand pour un nouveau restaurant on a cette problématique que pour faire venir les gens, si on n'a pas d'avis, c'est compliqué, donc c'est très tentant de publier des faux avis ici, ou dans l'autre sens,
des petits malins qui vont se réunir pour faire chuter la moyenne d'un établissement contre lequel ils vouent une haine inconsidérée, donc soit de la concurrence, etc. Donc là, on va viser pour faire chuter la note et du coup, une moins bonne note veut dire moins de vues aussi sur le commerce et donc potentiellement moins de visites. Alors, les faux avis sont techniquement déjà surveillés et sanctionnés par la loi, avec une amende qui pourrait aller jusqu'à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une entreprise. Donc, c'est quand même pas rien. Mais dans les faits, repérer les avis frauduleux, c'est pas forcément évident. Et c'est là que la DGCCRF entre en jeu, puisqu'ils ont préparé une offensive grâce à un nouveau logiciel nommé Polygraphe, qui est justement dédié à identifier des avis faussement positifs orchestrés par des établissements. Alors, justement, le bot se focalise sur les professionnels diffusant ces contenus volontairement, ce qui constitue un délit. Et a priori, le robot est capable d'extraire des données provenant de sites d'avis consommateurs ou d'interpréter les avis pertinents. Et donc, il a des indicateurs. Alors, on n'a pas d'informations sur les critères du bot pour justement définir et identifier un avis frauduleux d'un avis réel. Donc ça, on n'a pas la recette finalement de la DGCCRF pour identifier les avis frauduleux, mais a priori, ce qu'on sait, c'est que le bot pourrait mettre le doigt sur ce type de commentaires suspects pour ensuite proposer des résultats plus lisibles pour les enquêteurs qui pourront poursuivre ensuite justement l'enquête. Donc pas beaucoup plus d'informations sur ce sujet. Ce qui a noté quand même, et là le petit risque pour Polygraphe sur ce fameux bot qui reconnaîtrait les avis frauduleux, c'est que il y a quand même une collecte de données personnelles qui pourrait poser problème ici pour analyser justement les commentaires. Polygraphe peut potentiellement passer devant le Conseil constitutionnel pour déterminer s'il peut continuer à être utilisé ou non. Donc à voir dans le futur. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir quand même qu'il y a des organismes en charge de justement protéger les consommateurs qui luttent et qui trouvent des nouvelles méthodes justement pour lutter contre ces faux avis, quoi. Voilà. Il y a Caro qui nous dit le problème, c'est qu'ils effacent des vrais avis. J'ai eu cette expérience la semaine passée. C'est qui efface les vrais avis ? Il y a aussi des mauvais professionnels qui signalent des vrais avis négatifs car ça dénonce leur comportement. Oui, technique savoir, mais de toute façon, c'est un mauvais investissement de faire ça. Tu auras toujours des personnes qui vont faire en sorte de pas que leurs mauvaises actions, leur mauvais comportement ne soient pas reconnus, mais en fait ils vont dépenser de l'énergie à enlever les commentaires négatifs qui vont de toute façon toujours revenir si ces personnes ne changent pas de comportement. Donc en fait ils vont investir du temps sur quelque chose qui reviendra toujours. Donc j'ai envie de dire c'est leur perte. Là pour le coup ils ne leurrent pas, ils suppriment les données sur leur établissement et c'est leur droit, mais ça reviendra toujours. Donc j'ai envie de dire c'est moins grave pour moi. Mais par contre, des faux avis, soit pour promouvoir un établissement, soit pour descendre un établissement, je trouve ça vraiment problématique parce que le but c'est vraiment d'induire en erreur les gens, c'est pas de cacher l'information. Il y a 2 degrés quoi. Il y a j'enlève l'information mais de toute façon elle reviendra toujours, ou carrément je manipule l'information présente pour la tourner à mon avantage quoi. Voilà. Wendigo, je ne suis pas de cet avis, mais suis-je un vrai avis? Alors Yves, demander de joindre la preuve d'y avoir vraiment mangé, je trouve ça non. Là c'est des données personnelles. J'ai pas envie que les gens sachent ce que j'ai mangé au restaurant, ça les regarde pas quoi. Après si j'ai envie de le partager moi-même, c'est de ma propre initiative, mais j'irai pas vérifier mon identité quand je partage un avis. Voilà. Caro qui nous dit Google, je crois, j'ai reçu un mail comme mon avis n'a pas été publié en me disant que c'était pas un vrai avis. Ah, étrange. Peut-être que des fois ils font des erreurs en effet.
Désolée pour le français, je suis brésilienne. Bah écoute, ton français est super. Alors, ton français est franchement pas mal. Tu dis donc donc c'est j'ai reçu un mail comme mon avis. C'est comme quoi mon avis n'a pas été publié en me disant que c'était pas un vrai avis. Voilà, t'as fait trois toutes petites fautes. Voilà, c'est même pas des fautes, c'est des problèmes de formulation. Mais ton français est impressionnant. Voilà en tout cas, ça reste très positif cette lutte contre les faux avis. À voir maintenant, en effet, au niveau de la collecte des données, que ça soit fait dans le respect finalement du RGPD. Donc ça c'est quand même important. Mais on ne s'arrête pas là pour la DGCCRF parce que ils ont fait plein de choses dernièrement, puisque justement, encore une fois, cette direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes s'est livrée à une petite enquête au niveau des influenceurs. En effet, ils ont visé... alors, j'essaie de voir le nombre, j'avais vu, il me semble, hier... je vais peut-être vous le retrouver après... Mais en tout cas, d'après l'enquête de la DGCCRF, a priori, 60% des influenceurs ne respecteraient pas la réglementation sur la publicité et les droits de consommateurs. Donc ça, c'est un vrai problème. Je pense que c'est aussi lié que la plupart des influenceurs n'ont pas forcément cette formation-là ou cette connaissance. Alors après, ne pas avoir fait la formation, ne pas avoir cette connaissance ne vous dispense pas de respecter la loi. Ça, c'est votre responsabilité d'être au courant de la loi. Et donc l'enquête qu'ils ont menée à l'encontre des influenceurs avait pour but de viser les pratiques commerciales, voilà, d'une soixantaine d'influenceurs depuis 2021. Donc voilà, quand ils disent 60% des influenceurs, c'est sur cette soixantaine d'influenceurs qui ont été sur lesquels il y a eu une enquête en tout cas depuis 2021. Et donc précisons que justement les pratiques commerciales qui étaient visées ou sur lesquelles la DGCCRF a enquêté avaient pour but de promouvoir des produits ou services sur les réseaux sociaux afin de toucher les consommateurs les plus jeunes. Donc c'est d'autant plus un sujet sensible quand même. Pour ça, c'est normal d'ailleurs que la DGCCRF priorise les plus jeunes. Et donc du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc on a notamment dans le collimateur les compléments alimentaires, les programmes dits minceurs, les cosmétiques ou encore les services de trading ou de paris en ligne. Donc on est vraiment sur des sujets soit qui touchent à la santé, soit qui touchent à l'investissement. Et donc ça me paraît tout à fait je suis pas étonnée en tout cas que la DGCCRF priorise le public le plus jeune et sur ce type de problématique très très dangereuse quoi. Et donc du coup ça rentre quand même dans le rôle de cette DGCCRF qui a pour mission quand même d'assurer la qualité des produits à destination des consommateurs alimentaires ou non alimentaires d'ailleurs, mais aussi d'un service. Règles d'étiquetage, de composition, de dénomination des marchandises, contrôle des falsifications et tromperies. Et donc du coup, parmi les problèmes ou anomalies constatées ici, on cite un manque de transparence sur l'aspect commercial, donc ça c'est pas tout à fait nouveau, mais surtout des tromperies sur les propriétés des produits vendus. Alors ça c'est encore plus problématique encore. Je veux dire, c'est une chose de pas très clair sur qu'est-ce qui est une pub ou une autre, même si ça pose énormément de problèmes et évidemment il faut lutter contre ça, mais carrément des tromperies sur les propriétés des produits vendus, c'est la publicité mensongère quoi. Notamment des fausses allégations anti-Covid, des produits bio ou naturels qui ne l'étaient pas, etc. Et même des paris sportifs ici. Donc certains influenceurs auraient même réalisé des opérations promotionnelles non autorisées. Donc par exemple, comme l'utilisation du compte personnel de formation. Donc, vous savez un petit peu toutes ces arnaques que vous voyez partout via les spams ou les appels, etc. Le CPF, le compte personnel de formation, dont tout le monde essaye de vous arnaquer pour récupérer justement l'argent. Bravo, les influenceurs font la même chose, c'est interdit. Ou encore des injections de substances par des personnes n'étant pas des professionnels de santé. Non mais, sérieux quoi.
Sérieux? Voilà, donc voilà, pas mal d'infractions ici ou d'anomalies qui ont été remontées. Évidemment, suite à cette enquête, la DGCCRF a prévenu les influenceurs. Il y a des procédures qui ont été enclenchées en fonction de la gravité, allant du rappel à l'ordre à la transmission au procureur de la République. Et dans les cas les plus graves, il y a des sanctions qui pourront aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 300 000 € d'amende. Donc voilà, ça peut être impressionnant, mais la gravité de ce genre de pratique est vraiment, vraiment importante. Et donc c'est vraiment bien qu'on lutte contre ce genre de pratique et qu'on ne se permette plus de faire n'importe quoi sur ce nouveau job d'influenceur et qu'il faut le faire dans le respect de la loi, quoi. Voilà. Et donc du coup pour appuyer ça, on a un exemple concret aussi avec notamment un couple d'influenceurs et une plateforme qui ont été visés par une plainte. Donc on a Marc Blatta et sa compagne Nadé. Moi personnellement je ne connais pas ces influenceurs, et la plateforme Honeymoon, qui sont du coup visés par une plainte pour escroquerie en bande organisée. C'est la première fois en France que des influenceurs sont visés par une telle plainte. Et c'est le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs qui pointe du doigt les pratiques plus que douteuses ici de ces influenceurs. Donc ils ont déposé 2 plaintes, la première visant, comme je disais, le couple Blatta pour escroquerie en bande organisée, et la deuxième est une plainte contre X visant la plateforme Honeymoon pour le même motif. Qu'est-ce qui se passe ? Et a priori, on reproche, ou en tout cas le collectif reproche à Marc et Nadé Blatta de proposer à leurs abonnés, des plans de trading sur Telegram. Ils sont accusés aussi d'avoir volontairement orienté de nombreuses personnes sur des mauvais plans, ce qui leur aurait fait perdre de l'argent, etc. Donc ça c'est un vrai problème, et c'est vrai que le collectif AVI des victimes françaises d'aide aux victimes d'influenceurs mentionne que la crédibilité des influenceurs de télé-réalité agit malheureusement comme un gage de sécurité pour les utilisateurs français. Donc il y a un témoignage qui a été recueilli par le collectif d'une victime qui dit: Marc Blatta est certifié sur Instagram, il a beaucoup de followers, je l'ai vu dans l'émission de Cyril Hanouna, ça donne une certaine crédibilité, il était convaincant et rassurant sur ce produit. Et donc du coup, on va suivre ces influenceurs sur les choix ou sur les services dont ils font la promotion. Voilà, donc là il va y avoir évidemment pas mal de sanctions, de serrage de vis, on va dire, sur ce genre de pratique. Voilà, Sohen, tu mentionnes le fameux logo vu à la télé. Donc voilà. Alors après, il y en a qui me disent la télé-réalité ou Cyril Hanouna, c'est pas forcément un gage de crédibilité. Ça reste quand même, comment dire, tu donnes de la visibilité à ce type de personnes. En leur donnant de la visibilité, tu crédibilises leurs propos d'une certaine manière. Et donc, du coup, c'est là le danger. On le voit notamment avec la désinformation. La désinformation, on se dit, si tout le monde partage cette news, c'est qu'elle doit être vraie. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu tombes dans le panneau. Donc, en fait, plus d'exposition amène, certains font le raccourci avec plus de crédibilité. En effet. Et pareil, toutes ces méthodes de certification de compte rassurent, puisque le but c'est de prouver que cette personne est bien celle qu'elle est. Et donc tu dis ok, déjà c'est pas un imposteur derrière ce compte, donc voilà. Et du coup cette personne est connue, donc je vais la croire. Donc certes il y a des raccourcis, mais c'est des raccourcis, on prend tous des raccourcis pour faire des décisions dans la vie. C'est comme ça, c'est une méthode de survie, c'est l'instinct et de survie humain, quoi. Donc on a tous des biais. Maintenant il faut en être conscient et essayer de les mitiger, surtout quand ça touche à la santé et à votre sécurité financière aussi, quoi. Voilà, donc ça c'est important. En tout cas, le ministère de l'économie et des finances souhaite encadrer les pratiques des influenceurs. Pour rappel, en décembre 2022, Bruno Le Maire avait annoncé le lancement d'une consultation publique afin de créer un code de bonne conduite pour les influenceurs. Et l'objectif était d'encadrer justement l'ensemble des pratiques en lien avec la promotion et le placement de produits réalisés par les influenceurs sur les réseaux sociaux. Voilà.
Je suis toujours effarée par le niveau de détresse et crédulité de ces victimes pour avoir pu croire ces personnes. C'est bien que la DGCCRF prenne ça en main. Ouais, attention à être un peu condescendant, paternaliste et moqueur sur les victimes. Vous êtes fan de tech, vous y connaissez beaucoup, vous avez du coup développé un esprit critique et vous savez les dangers d'Internet. Il y a des personnes qui n'ont pas les outils pour se protéger contre ça, pour analyser ou pour prendre le recul. Et honnêtement, même moi, j'ai des doutes de temps en temps. Enfin, je veux dire, qui n'est jamais tombé dans le panneau d'une campagne de phishing ? À un moment donné, voilà, j'ai reçu un SMS de soi-disant de la CPAM. Je sais, c'est bizarre et tout, et j'ai failli cliquer sur le lien, sauf qu'après je suis allée directement sur mon compte et j'ai vérifié les informations soi-disant qu'il me donnait, tout était en règle, etc. Et donc du coup j'ai pas donné suite, mais il y a quand même des fois des campagnes qui sont extrêmement bien faites, même pour des personnes qui s'y connaissent. Et honnêtement, voilà, enfin. Toute boîte, même fan de tech ou spécialisée dans la tech, peut être victime d'arnaques, etc. Voilà, on n'est pas tous à l'abri, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait quand même ce genre d'organisme, ce genre de règles et de sanctions qui sont définies et mises en place pour voilà, que les coupables soient jugés, quoi. Nico d'ailleurs nous partage des expériences. La même chose pour moi, je suis sur le net depuis 20 ans, je me suis fait arnaquer sur le Facebook Market. Voilà, donc on n'est jamais à l'abri. Et Oleg nous en remet une couche avec ChatGPT qui va pouvoir encore mieux nous leurrer. Donc voilà. C'est bien d'en être au courant. Maintenant, voilà, on n'est jamais à 100% complètement protégé, quoi. Donc faites toujours attention quand vous voyez un mail suspect, etc. Ou des livraisons de colis. Vous voyez, par exemple, à la période de Noël, moi j'attendais plein de colis. Et puis c'est vrai que vous recevez des spams et tout, et tous ne sont pas bloqués par le filtre anti-spam. Et donc c'est vrai qu'à cette période-là, des fois j'avais des doutes, quoi. Je fais mais mince, c'est peut-être un colis que j'attends, je sais plus où j'en suis, etc. Et en fait, il faut avoir des petits réflexes, genre vérifier les adresses mail des expéditeurs, regarder le formatage de l'email s'il n'y a pas des choses un peu bizarres, voilà, ou directement se rendre sur le site où vous avez commandé pour vérifier l'état des livraisons. Puisque là, c'est là où vous avez commandé, donc vous êtes sûr d'avoir la bonne info. Donc faites attention à vous, quoi. J'en profite pour faire une petite pause et remercier beaucoup toutes les personnes qui nous ont soutenus là ce matin. Petite Moutre, trop mignon comme petite Moutre comme pseudo. Chris 157, Hippomony et Toutoun pour vos abonnements. Un grand merci à vous quatre. De votre soutien, c'est super important pour nous et ça nous permet de continuer l'aventure Naotech. Un grand merci à vous. On continue sur un sujet pas forcément plus léger. Puisqu'on va parler de Spotify. Pourquoi on parle de Spotify ? Voilà, on parlait de la réduction des effectifs chez Google hier avec Jérôme qui en parlait. Aujourd'hui, on parle de la réduction des effectifs du côté de chez Spotify. C'est pas une blague. C'est un article de Libération qui est paru hier et qui informe que justement il va y avoir une opération de réduction des coûts chez Spotify qui va licencier malheureusement 600 personnes. Ça représente donc 6% de ses effectifs. Alors évidemment, on est loin des 12 000 de Google parce que c'est pas la même taille d'entreprise. Mais bon, ça reste quand même 600 personnes impactées par ces réductions d'effectifs. Donc c'est jamais une bonne nouvelle. Et justement, voilà, le directeur général et le cofondateur de Spotify, Daniel Ek, s'est exprimé à ce sujet. Voilà, il a donc annoncé donc la suppression des 600 postes et puis il a dit avec le recul, j'étais trop ambitieux en investissant plus vite que notre croissance de chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'il justifie finalement la prise de décision. C'est vrai que quand on regarde un petit peu la croissance de Spotify, ses effectifs avaient triplé en 5 ans.
pour atteindre 9800 personnes fin septembre 2022. Du coup, le groupe suédois est le dernier en date à subir la loi des séries en cours pour les géants d'Internet et de la technologie. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu leur état financier, Spotify a été ponctuellement rentable, mais il accuse régulièrement des pertes depuis plusieurs années, malgré une croissance d'ailleurs fulgurante en termes de nombre d'abonnés. Et une avance comme sur ses concurrents comme Apple Music. Mais le problème aussi certes il y a une forte croissance en termes d'abonnés, c'est qu'en fait les investissements de Spotify ont eux également augmenté et 2 fois plus vite que ses revenus l'an passé, malgré un chiffre d'affaires annuel de 9,6 milliards d'euros. Donc c'est le problème, c'est que t'as beau avoir un chiffre annuel ou en tout cas un chiffre annuel qui augmente, si tes investissements et le coût des investissements de l'autre côté augmentent 2 fois plus vite, en fait juste tes pertes augmentent aussi, quoi. Donc tu retombes pas sur tes pieds. Et donc c'est ce qui s'est passé au 3e trimestre. Le groupe a creusé sa perte nette à 166 millions d'euros. On attend toujours d'ailleurs les résultats annuels qui doivent être publiés le 31 janvier prochain. Et notamment on peut revenir sur qu'est-ce qui a généré cette perte et quels ont été les investissements qu'ils ont fait. Il y avait notamment 1 milliard d'euros qui a été investi ces dernières années dans le podcast. Qui a permis à Spotify de devenir d'ailleurs le numéro 1 mondial des podcasts, mais pour l'instant le retour financier reste encore à démontrer. Le podcast, ça reste un marché relativement nouveau en termes de monétisation et de sources de revenus, et pour l'instant c'est pas très très concluant, quoi. La plateforme mélange quand même un modèle d'abonnement et un modèle gratuit utilisant la publicité, et pour revoir un petit peu où ils en sont en fin d'année, fin septembre, ils comptaient 456 millions d'utilisateurs total, 195 millions d'abonnés payants et 479 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Alors attendez, j'ai des chiffres différents. Donc on va se concentrer sur fin 2022, il prévoyait d'atteindre 479 millions d'utilisateurs actifs mensuels fin 2022, donc on n'a pas encore les chiffres, dont 202 millions d'abonnés payants. On verra s'ils ont réussi à faire ça. Et le groupe vise le milliard d'utilisateurs en 2030. Mais voilà, la question, c'est est-ce qu'ils trouvent l'équilibre entre les investissements et le chiffre d'affaires, quoi. Je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom. Laurent nous dit d'ailleurs que le 8 mars, Spotify tiendra sa conférence Stream One où sont dévoilés ses grands projets pour l'année. Merci pour l'info. Je regarde. Est-ce qu'il y a un service de streaming de musique rentable ? Bonne question, mais en fait, c'est une question peut-être un peu trop simpliste. Par exemple, si tu prends Amazon. Amazon, c'est pas juste une marketplace, c'est pas juste des serveurs, des data centers, c'est pas juste une plateforme de streaming vidéo, c'est pas juste une plateforme de streaming musical, c'est pas juste un service d'audiobook. C'est tout ça à la fois. Et donc, c'est tout à fait possible pour Amazon d'avoir un service qui n'est pas rentable, mais en lui-même, en stand-alone, mais qui va donner une valeur perçue à l'abonnement Prime, finalement, importante. Par exemple, Amazon Prime Video... c'est pas un abonnement stand-alone, il est via l'abonnement Prime. Donc tu vois, c'est difficile de poser cette question-là, et en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour Apple, c'est pareil. Apple TV, c'est pas juste Apple TV, c'est toute la galaxie des services, parce qu'en fait du moment où tu rentres dans l'écosystème d'Apple, tu vas vouloir y rester, et donc créer de la valeur, même si Apple TV en lui-même n'est pas forcément rentable.
Bah, ça va permettre aux gens de rester sur les services Apple. Ça va dire, bah, comme j'ai déjà un abonnement, bah, je vais peut-être m'abonner à Apple Fitness. Comme je suis déjà dans l'écosystème Apple, j'ai envie d'y rester, donc je vais peut-être investir sur le nouvel iPad. Donc tu vois, finalement, c'est pas aussi simple que ça en termes de stratégie. Et puis après, sur ce type de service, en fait, on était aussi dans un contexte où on était en forte croissance. Il y avait beaucoup de nouveaux services qui faisaient beaucoup d'investissements au début pour conquérir des parts de marché. Regardez Netflix, finalement, quand ils se sont lancés, notamment en Europe, ils ont été extrêmement agressifs en cassant les prix et en proposant des abonnements avec une offre de contenu. Ensuite, ils ont énormément investi pour produire des contenus originaux. Ils ont un petit peu augmenté les prix. Mais ça leur a permis de conquérir des parts de marché, d'être le premier finalement sur le marché en Europe et d'asseoir leur position. Et maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour un nouvel acteur d'arriver. Voilà. Et donc, du coup, en effet, ils ont accusé des pertes pendant des années. Est-ce qu'ils vont réussir finalement à retomber sur leurs pattes et à rentabiliser cet investissement? Voilà, à voir. Donc c'est pas aussi simple que ça, quoi. Je vous propose de continuer avec un autre service de streaming dont on va parler, et cette fois-ci c'est Samsung, le service de streaming de Samsung. On parlait d'Apple justement avec Apple TV et Apple Fitness et compagnie, enfin les différents services d'Apple. Mais en fait, Samsung aussi s'intéresse aux services. Mais jusqu'ici, ils n'ont pas eu trop de succès. Hein. Ils avaient notamment lancé un service de messagerie appelé ChatOn qui a fermé en 2015. Ils avaient aussi tenté de s'imposer dans le streaming musical avec l'application Milk Music, mais sans grand succès. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que la plateforme de streaming vidéo de Samsung séduit. Et aurait une croissance intéressante ces dernières années, et l'entreprise d'ailleurs n'a cessé de faire évoluer cette plateforme. Alors c'est quoi ce service de streaming de Samsung? C'est un service qui est appelé TV+. Cette plateforme a été lancée en 2015. Aujourd'hui, elle est déjà disponible en France et elle permet de regarder des chaînes en direct ainsi que des vidéos à la demande. Donc, c'est un service qui est complètement gratuit. Le service propose une offre différente d'ailleurs de Netflix ou Disney+, puisqu'on est dans la catégorie des FAST, ou streaming gratuit financé par la publicité. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un FAST, c'est un acronyme pour Free Ad TV Supported Streaming TV. C'est Free Ad Supported Streaming TV pour FAST. Et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est des chaînes de télévision gratuites financées par la publicité sur Internet. Voilà. Donc là, on retombe sur finalement le modèle de monétisation un petit peu classique qui ressemble à la télé, sauf qu'en fait, c'est monétisé par des pubs Internet et pas par des pubs à la télé, parce que le support, c'est pas la télévision, ça va être des applications, des télés connectées, etc. Et donc ce sont des services de télévision en streaming continu ou linéaire qui sont gratuits et financés par la publicité. Ces chaînes peuvent être créées à partir de catalogues de contenu à la demande existants et généralement réorganisés sous forme de playlists de contenu ou de grilles de programmation. Voilà, donc c'est vraiment très très similaire à la télé en termes de fonctionnement, sauf que ça va être via votre télé connectée, quoi. Et c'est la chaîne de Samsung, quoi. Et en effet, tu nous dis, Laurent, c'est Samsung TV, TV+, c'est avec les télés connectées, tout à fait. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, donc on a une information qui a été publiée d'ailleurs directement par Samsung. Ça a été ils ont fait une étude interne, donc attention, c'est pas une étude indépendante, mais c'est une étude interne. Et ils disent Samsung TV+ se classe au 3e rang des applications over the top (OTT) utilisées par les propriétaires de téléviseurs intelligents Samsung. Au cours des 12 derniers mois, Samsung TV+ a vu son nombre de visionnages par les consommateurs presque doubler, dont près de 3 milliards d'heures de streaming par des utilisateurs très engagés dans le monde entier.
Et c'est vrai que jusqu'à présent, Samsung TV+, comme le mentionnait d'ailleurs Laurent dans la chatroom, il était réservé aux utilisateurs de produits Samsung. La plateforme est accessible que sur les télévisions récentes et les smartphones de la marque coréenne, ainsi que sur ses réfrigérateurs Family Hub. Et donc aujourd'hui, on a Samsung TV+, qui atteint 24 pays et 465 millions d'appareils dans le monde, justement grâce à sa gamme de téléviseurs, de moniteurs intelligents, de mobiles, de réfrigérateurs Family Hub, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y aurait une information qui a été relayée par un article de The Verge, qui relaie d'ailleurs la newsletter de l'OPAS de Janko Rutgers. Samsung voudrait maintenant proposer TV+, sur les télévisions connectées de ses concurrents. Donc ils voudraient carrément étendre leur service de streaming à des produits autres que Samsung. Et d'ailleurs, il serait en contact avec d'autres marques, et notamment la marque TCL. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'informations par rapport à ça, mais c'est quand même assez intéressant comme démarche. Le souhait de l'entreprise, a priori, serait que TV+ soit mis en avant sur les télévisions de marques partenaires, comme c'est le cas déjà sur ses produits. Et il pourrait ainsi doper la croissance de sa plateforme et par effet de rebond, ses revenus publicitaires aussi, puisque la plateforme est financée par les revenus publicitaires. Et d'autres rumeurs mentionnent que Samsung ne serait pas le seul d'ailleurs à investir auprès d'un service FAST, donc ce type de chaîne monétisée par la publicité. YouTube préparait également une chaîne du même genre en streaming gratuit financée par la publicité, donc à voir finalement. Voilà en tout cas pour Samsung. Je lis un peu vos commentaires dans la chatroom. Mokuji nous dit dès le bas de gamme de Samsung, les chaînes seront disponibles même sur les télés à 300 €. Bah oui, parce qu'en fait ils ont tout intérêt à les rendre disponibles pour qu'il y ait le plus d'utilisateurs. C'est comme Pluto, oui, Marmelade, tout à fait. Pluto fait partie de ces services fast. Tout à fait. Il y a Mukuji qui dit que les chaînes enfants sont de bonne qualité. Oui, en effet, Laurent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont aussi sur les smartphones, les frigos, Samsung Family Hub, etc. Tout à fait, tout à fait. Samsung concurrence agressivement Netflix. Alors pas directement parce qu'ils sont pas exactement sur le même service, mais ça reste à la fin du streaming. Après, on aura peut-être des préférences de consommation en streaming fast ou VOD, mais à voir. Donc voilà en tout cas pour Samsung. Il est 9h11, c'est la fin des actualités tech. J'espère que ça vous a plu. J'en profite pour m'étirer un peu, faire des exercices le matin, comme ça, ça réveille un petit peu le corps, les muscles. Je vous fais une news fitness. Non, mais juste avant de se quitter, je voulais vous partager un article sur lequel j'étais tombée. C'était notamment l'arrivée de la saison 2 de Foundation. Donc Foundation, c'est une série Apple TV+, qui a été lancée en 2021. Qui est donc une série adaptée de immense œuvre d'Isaac Asimov, et qui a eu un grand succès quand même, qui a été quand même acclamé par la critique, je dirais. Et que moi j'ai absolument adoré. Alors j'avais adoré les livres Foundation, mais j'ai adoré la saison 1 de Foundation. Après il y a plein d'acteurs que j'adore. Je suis une fan inconditionnelle de Lee Pace, mais pas que, il y a plein d'acteurs excellents, et c'est le retour du coup de Foundation pour sa saison 2 qui est prévue cet été, l'été 2023. Il y a tellement de choses qui arrivent cette année. Il y a Hogwarts Legacy, il y a Baldur's Gate cet été, il y a Foundation cet été. Que de bonheur pour 2023. Et du coup, je vous encourage à aller faire un tour du côté de Flipboard,
parce que je vous ai mis le teaser de la saison 2. Teaser absolument... Comment dire? Absolument incroyable, absolument captivant, absolument excitant. Vous voyez, je trépigne sur mon siège tellement je suis impatiente de voir la saison 2 et qu'il faut que je me dise, Marion, patiente jusqu'à l'été. Tu n'as pas le choix, de toute façon. mais j'en peux plus, quoi. Et il va falloir se revoir la série parce que, comme dit Olek, les délais entre les deux saisons ont quand même été longs. Il y a eu 2 ans. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on oublie un peu tout entre les 2 saisons. Alors après, moi j'avais lu les livres, etc. Je pense qu'il y aura un petit récap. Mais on essaiera peut-être de se refaire un peu la saison de Foundation pour se rafraîchir. En même temps, c'était tellement beau. Severance aussi, il va falloir patienter pour la saison 2. Ah oui, c'était 2 ans puisque c'est sorti en 2021. La première saison de Foundation, c'était pas en 2022, c'était en 2021. Et du coup, là, la saison 2 paraît en 2023. Donc, il y a vraiment 2 ans de délai. Et je crois que ça va être le même délire pour Severance. Severance, dont la saison 1 est sortie en 2022. Du coup, à l'été 2022. Et je pense qu'on aura la saison 2, il me semble, en 2024. Donc voilà, il y a eu quand même des délais un peu longs. Il y a que For All Mankind qui jusqu'ici maintient un rythme d'une saison par an. Là, chaque année, on l'a, il me semble. Ce qui est pas mal. Hein. C'est un bon rythme. Voilà. Mais voilà, je suis tellement hypée par la sortie de la saison 2 de Foundation. J'en peux plus. Qu'en est-il de Ted Lasso? C'était pas annulé, Ted Lasso? J'ai un doute. Je regarde rapidement. Il n'y avait pas une notion comme quoi c'était terminé? 3e saison sera la dernière. Et donc, je pense qu'elle va arriver cette année, hein, parce qu'elle a été produite en 2022. On n'a pas encore de date de sortie, en tout cas. Mais, ok, au printemps. Putain, vous êtes plus informés que moi dans la chatroom, vous êtes top. Vous me dites sortie de la 3e saison et dernière saison de Ted Lasso au printemps. Ok. Il y a l'atelier d'Arnaud qui nous dit, je trouve qu'il y a aujourd'hui un problème d'écriture sur For All Mankind. Ah, moi j'ai bien aimé les 3 saisons. Je crois qu'il y a eu 3 saisons jusqu'ici. J'ai beaucoup aimé. Woland, tu nous dis sur Apple TV, j'ai bien aimé Severance, Slow Horses, Acapulco. Je préfère Apple TV, peu de choix mais qualitatif. Alors, j'ai absolument adoré Severance puisque pour moi c'était la série de l'année. Slow Horses, j'ai regardé la première saison là en janvier. J'ai absolument adoré cette série. Gary Oldman est incroyable, mais tous les acteurs sont incroyables. Christine Scott Thomas est merveilleuse, mais tous les acteurs sont très chouettes. J'adore cette série. Je suis impatiente de commencer la saison 2, puisqu'il y a la saison 2 aussi de dispo. Ça faisait longtemps que je voulais commencer Slow Horses. Je pense que je vous en ferai une tartine quand j'aurai terminé la saison 2. Voilà, pour vous donner envie. Ah, il y a FRGS qui me dit j'ai terminé la saison 2. Ouais, Apple TV, franchement, même les films. On a vu un film avec Ewan McGregor et je sais plus quel acteur sur 2 frères qui se retrouvent au décès de leur père, très chouette. Il y avait Coda, il y avait plein de films très sympas. Oui, Pachinko aussi que je voulais regarder. Bref, donc voilà, plein de bonnes séries sur Apple TV, clairement. Donc voilà, donc vous êtes au courant, ça sera donc du coup cet été pour Foundation, pour l'arrivée. Est-ce que vous avez des questions? On va faire peut-être un petit
Je vais rester encore 5 minutes avec vous avant qu'on se quitte. Bah, la saison 3 maintenant, qu'on est totalement dans l'Uchronie, on a le sentiment que la grande histoire passe largement au second plan. On est plus concentré que sur les petites histoires des couples. Ça devient Desperate Housewives. J'ai pas trouvé. Alors c'est vrai qu'il y a des intrigues amoureuses dont j'ai pas trop compris l'intérêt, qui sont un peu pénibles. Mais j'ai trouvé ça intéressant, toute la partie sur la présidente des États-Unis. Samuel, non, j'avoue, j'ai pas lancé le générique, mais c'est pas très grave. Merci Tekarchi, super live comme d'habitude, merci beaucoup. Apple TV prend son temps, Netflix va pas bien, les Français, pareil, c'est bien pour Apple. Ouais, en tout cas, c'est pas la même ligne éditoriale, j'ai l'impression, pour Apple TV et Netflix. Netflix, ils vont optimiser pour binge-watcher. Et c'est un peu ce que je trouve un peu triste avec Netflix, parce qu'il y a des fois des séries vraiment très très bien. Moi, il y a des séries que j'aime beaucoup sur Netflix, mais en fait, on les binge-watch et en fait, tu passes très très vite dessus. Elle te marque pas autant. Alors que j'aime bien le mode, je suis old school, hein, mais le mode Apple TV ou Disney+, où en fait, ils te forcent à la sortie de un épisode par semaine. Alors attention, j'ai pas regardé le nouvel épisode de The Last of Us. Attention, je suis impatiente. Je vais essayer de négocier pour qu'on le regarde ce soir, même si Jérôme doit préparer son mug demain matin. Et j'ai pas pu le regarder hier parce que bon, voilà, il fallait que je prépare mon mug, mais bon, je vais essayer de négocier pour ce soir. Mais j'aime bien ce rythme d'un épisode par semaine parce que du coup, tu y réfléchis. Ça te laisse le temps de digérer ce que tu as vu, d'apprécier finalement plus longtemps et ça te marque. Par exemple, Severance, d'abord, c'est pas une série qui se binge-watch, pour être honnête. Et puis ouais, elle s'apprécie doucement et lentement, quoi. Le rythme aussi est lié à ça. Il y aura 2 articles dans le mug, voilà tout. Donc voilà. Last of Us épisode 2, bah normalement il est sorti, non? Je regarde rapidement. Il me semble. Non? Je regarde. Mais oui, il y a les 2 épisodes. Ah, j'ai vu le titre de l'épisode. Je suis impatiente de voir la suite. J'ai beaucoup aimé le premier épisode, on en a parlé la semaine dernière. Pour garder des gens abonnés à son service, je ne comprends pas l'intérêt de binge-watcher des séries. En fait, ça permet d'acquérir plus vite des utilisateurs. En fait, c'est un peu plus... moi, j'ai l'impression... Hein. C'est un peu mon analyse à 2 balles, mais quand tu sors une série complète, en fait, les gens vont beaucoup en parler pendant une courte période de temps et ça va attirer des nouvelles personnes sur la plateforme pour prendre un abonnement. Donc, c'est plus sur l'acquisition que sur la rétention. J'ai l'impression. Après, j'ai l'impression que peut-être aussi certaines séries survivraient pas peut-être à un rythme hebdomadaire. Peut-être qu'on se lasserait, peut-être qu'on passerait plus de temps à analyser les épisodes et qu'on verrait les trous dans la raquette. Je sais pas. Mais c'est vrai que du coup, quand c'est conditionné à la semaine, il faut que tu sois minimum abonné sur plus d'1 mois. Alors que je crois que Netflix, t'as 1 mois gratuit, etc. Donc c'est peut-être pour ça. Six Feet Under, j'ai vu à la diffusion de télé sur 5 ans, j'ai grandi avec, c'est pour ça qu'elle m'a marqué. Elle est formidable, Six Feet Under. Oui, mais l'intérêt pour la personne qui regarde. Scarabée, il y a plein de séries que j'ai binge-watchées, j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. Ouais, j'avais pas envie de quitter les personnages, quoi. Il y a plein de séries que j'ai binge-watchées. Hein. Mais ça se prête pas à tout, en effet. Oui, après, il y a rattrapé une série déjà finie, ouais.
Mais tu verras quand les séries sont déjà finies, elles sont toutes disponibles sur le catalogue. La Foundation, si tu veux le binge-watcher, tu peux. Hein. Il te fait pas un blocage artificiel, c'est juste au lancement de la série. Et Hippomoudi dit justement, lui n'aime pas devoir caler ses envies de visionner au planning de sortie des épisodes. Bah voilà. Donc chacun ses envies. Après, il suffit de dire, du coup, tu regardes pas alors que en même temps que tout le monde, et tu regardes une fois que la série est complètement sortie. C'est possible aussi. Comme ça, tu consommes à ton rythme. Bah voilà, c'est exactement ce que Nireas fait par exemple pour The Last of Us. Donc voilà, écoutez, chacun ses préférences. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir accompagné durant le mug ce matin. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes un peu informés, un peu divertis pour commencer la semaine et la journée du bon pied. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, et puis vous retrouvez, comme d'habitude, Jérôme le mercredi matin à 8h. Je vous souhaite une excellente journée. On va voir qui on raid avant de se quitter. On va faire une petite pause dessin, illustration, et puis moi je vous dis à très vite. Bye bye.